Je suis à Moussou Charlemagne, promoteur de la marque Lolo Andoche, la marque du prêt-à-porter africain depuis 1993. Ça fait 24 ans que nous avons initié le prêt-à-porter africain. Vous imaginez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a autour du prêt-à-porter africain, nous sommes fiers d'être des pionniers du prêt-à-porter africain, made in Afrique. Alors, nous travaillons sur tout ce qui est tissu africain, de l'inspiration africaine, tout ce qui est voile, soie, coton. La particularité de la marque Lolo Andoche, c'est que vous avez toujours une touche africaine, une touche de broderie sur chaque chemise que nous faisons, ou chaque tenue que nous faisons. Une broderie vraiment exceptionnelle que vous ne trouvez nulle part ailleurs, à part chez nous. Ce métier que j'avais commencé tout simplement comme un métier ordinaire, mais aujourd'hui est devenu ma passion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Le 22 janvier dernier, le chef de l'État a convoqué le corps électoral dans le cadre des élections communales et municipales. Depuis, c'est le chassé-croisé au sein des formations politiques. Les leaders quittent justement un camp pour l'autre et le parti qui se vide le plus, dit-on, c'est USL de Sébastien Adjavon. Pourquoi? C'est la question que nous allons poser ce matin à notre invité, Géraldo Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau politique, secrétaire général adjoint chargé des affaires stratégiques du parti. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'anime cette émission avec Joël Tchogbe. Joël, bonjour. Bonjour, Jared Mitopwe. Ma première question, Géraldo Gomez, c'est que se passe-t-il au sein de l'USL? Merci pour votre invitation. Que se passe-t-il au sein de l'USL? Il se passe que à l'approche des élections ou après la convocation du corps électoral le 22 janvier dernier par le chef de l'État, on assiste à des mouvements de militants ou de personnalités. Vous avez semblé dire que c'est au sein de l'USL qu'on observe le plus ce mouvement. Je ne sais pas quel est le baromètre qui vous permet de le dire. Ce que nous observons en tout cas sur le terrain et à lire même la presse nombreuse, très à l'avantage du parti, des partis au pouvoir, je veux dire, il semble que les mouvements sont plus importants de l'Union progressiste vers le bloc républicain. Donc si l'intérêt de l'émission était de consacrer du temps là où il y a le plus de mouvements, ça aurait été ça. Mais comme c'est moi que vous invitez, on va parler de ce qui se passe à l'USL. Et sur des cas précis, si on arrive à les identifier, je suis bien disposé à y répondre. Il faut parler simplement de mouvement. Pourtant, il y a de gros barons qui ont quitté l'USL. Ça a commencé il y a déjà quelques mois par Ben Kwasi. Ensuite, on a vu Zéphirin Kendian-Rondé. Il y a l'ancien maire d'Agbanizon qui est en train d'annoncer également son départ de l'USL. Pour vous, ce n'est pas inquiétant? C'est toujours inquiétant de savoir que le membre d'un parti décide soit de se mettre en réserve de la chose politique, soit de passer à un autre mouvement politique. Se mettre en réserve de la chose politique, c'est le cas de M. Kwasi, très respectable et toujours respecté au sein du parti. Ce sont des choix personnels. Il est toujours membre du parti? Toujours respecté au sein du parti, je vous dis. Il s'est mis en réserve de la politique. C'est les distinctions qu'il faut faire. Ce sont des choix personnels. De façon absolue, nous considérons à l'USL que ce n'est pas une religion, la politique, ni un parti politique. Ce n'est pas une religion où on y vient, et puis avant d'un parti, il faut faire des sacrifices, ainsi de suite. Non, on y vient librement, et on peut le quitter librement. Tant que ce sont des divergences sur le plan idéologique, ou organisationnel, ou autre structurel, on va dire, on veut bien en débattre. Mais si c'est pour des convenances personnelles, comme on aime souvent l'écrire ou entendre, cela reste du domaine privé. Nous n'avons rien à y redire. Nous respectons ces décisions. Mais pour autant, cela ne remet pas en cause l'existence et l'orientation idéologique de l'USL qui n'ont pas changé. C'est ça qui est le plus important. Alors, vous affichez une sérénité par rapport donc à cette vague de démission. Vous semblez d'ailleurs minimiser donc cela. Non, je ne minimise pas, je ne minimise pas. J'ai bien dit tout à l'heure à la question de M. Mitopwe que c'est toujours difficile, c'est toujours un crève-cœur de savoir qu'on est quitté au sein d'un parti politique. Pour autant, il faut analyser les raisons
pour savoir pourquoi telle ou telle personne aurait quitté. Et c'est ça qui permet de regarder de l'avant. Et justement, parlant donc de raisons qui sous-tendent cette démission, est-ce qu'il s'agirait d'un problème de dysfonctionnement interne à l'USL? Je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons encore eu aucune observation réelle pointant un dysfonctionnement interne. Nous avons pour l'instant des convenances personnelles. Parce que j'ai encore entendu dimanche dernier l'honorable Kenjaounlé, puisque c'est le dernier que j'ai entendu dire qu'il a estimé qu'il ne peut pas ne pas applaudir ce qui se fait de bien au niveau... Mais il n'y a aucun test à l'USL qui interdise à quelque membre que ce soit, tout en restant à l'USL, de dire ce que fait le pouvoir est bien. Il n'y a aucun test qui l'interdise. Il a été un peu plus profond que ça. Il a souligné qu'il ne pourrait pas participer aux élections s'il continuait à rester à l'USL. Vous allez analyser tout à l'heure les raisons... Il ne peut pas participer aux élections. Donc, convenance personnelle. Vous allez analyser tout à l'heure les raisons de cette démission. Mais l'autre question, c'est est-ce que l'USL ira aux élections communales? L'USL a été créé pour aller à toutes les élections. C'est ce que nous avons dit le 23 et 24 mars 2018 à Diefa lorsque le parti a été créé. Nous sommes créés pour aller à toutes les élections et nous avons une seule ligne qui était celle de mars 2018, qui est celle d'aujourd'hui et qui sera toujours celle de l'USL, rester strictement sur le plan du droit. Respecter la loi, même si nous estimons qu'elle est mauvaise pour l'instant, en attendant de la changer, mais la respecter entièrement. Et nous attendons de l'administration qu'elle en fasse autant. Respecter les tests qui ont été votés pour qu'elle la mette en œuvre et ne pas l'apprécier à la tête du client. Mais la date donc de l'élection, des élections communales et municipales, donc cette date est connue. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral pour le 17 mai prochain. À quelques mois de cette joute électorale, vous êtes toujours sans existence légale du point de vue donc de la charte des partis politiques au Bénin. Est-ce que vous avez toujours la conviction, l'espérance de participer à ces élections? Ce n'est pas nous qui décidons que nous irons. Il y a une administration qui est prévue, il y a une institution même qui est créée, la Sénat, pour valider ceux qui participent aux élections lorsqu'elles sont convoquées. Donc la Sénat se prononcera le moment venu pour dire voici les partis qui sont conformes à ce qui est prévu pour participer aux joutes électorales convoquées. Donc je ne veux pas me substituer à cette institution. Par contre, pour ce qui concerne l'USL, nous considérons à la date où nous parlons aujourd'hui que nous avons rempli toutes les conditions nécessaires pour exister. Nous existons déjà puisque nous avons un certificat, pas un certificat, le fameux certificat de conformité s'invite au débat, mais nous avons un récépissé définitif qui date de novembre 2018 et qu'il nous fallait nous conformer à la nouvelle charte, ce que nous avons fait. Les derniers échanges qu'il y a eu entre l'administration et nous viennent de nous, c'est-à-dire la dernière correspondance vient de nous, à laquelle nous n'avons toujours pas reçu de réponse, et cette correspondance date du 21 février 2019. Nous devions considérer, si tout le monde respectait réellement la loi, nous devions considérer que, en l'absence de réponse définitive de l'administration au bout de 2 mois, le parti peut se considérer comme existant d'office. Notre dernière correspondance date de février 2019. En réponse aux dernières observations inventées, mais nous y avons répondu par des preuves, par des faits, à l'administration. Et nous n'avons, à ce jour, soit quasiment 1 an après, l'administration n'a toujours pas réagi. Nous considérons que nous sommes constitués. Aucune décision de justice, aucune décision de quelque administration que ce soit, depuis mars 2018 où nous avons été créés et où nous avons obtenu un récépissé d'existence en tant que parti politique, n'est venu dire l'USL a contrevenu à une loi de la République et par conséquent nous la dissolvons. Rien de tel n'existe. Par conséquent, nous considérons que la force de la loi reste de notre côté. Vous dites que vous ne décidez pas de qui va aux élections, c'est la Sénat qui va s'en charger. Mais pourquoi est-ce que vous décidez de dire que vous avez une existence juridique, que vous êtes légalement constitué, alors que cela relève du ministère de l'Intérieur? Pourquoi est-ce que vous décidez, vous dites que vous êtes un parti constitué, alors que le ministère de l'Intérieur, qui a les prérogatives, ne le dit pas? Je suppose que vous posez la question pour qu'on donne la réponse à vos internautes, à vos auditeurs. Ce n'est pas le ministère qui décide de qui est légalement constitué. Est légalement constitué. Non.
Ce sont les citoyens qui se constituent un parti politique. Mais il faut quand Mais même... les citoyens ne disent- Le ministère de l'Intérieur cela. est là pour s'assurer, en tant qu'administration, que les pièces qui ont servi à la création du parti sont conformes à ce que la loi dit. Ce n'est pas le ministère qui dit que le parti est créé. Non. C'est nous, citoyens, qui nous constituons un congrès. Pendant que le congrès se fait, le ministère n'est pas là. L'acte constitutif d'un parti politique, c'est le congrès constitutif. Le ministère n'est pas là. Le ministère vient a posteriori pour s'assurer que les documents, que les conditions dans lesquelles le congrès doit se tenir ont respecté ce que prévoit la loi. C'est tout. Le ministère n'a aucun pouvoir pour dire que tel parti existe ou pas. Elle a juste à dire, à donner un avis pour dire, vous vous êtes constitué un parti à telle date, vous avez fourni tel dossier, c'est conforme à la loi, ce n'est pas conforme à la loi. Oui, mais justement, aujourd'hui, vous ne respectez pas ce que dit le ministère. Monsieur Gomez, quelles ont été les observations du ministère de l'Intérieur et est-ce que vous avez satisfait à ces observations jusqu'à aujourd'hui? Nous avons certifié à toutes les observations du ministère et elles sont arrivées en 2 vagues, ce qui est déjà une grande anomalie administrative, puisqu'il est du droit administratif que lorsqu'une administration a des observations à faire à un individu, à un groupe social ou à une organisation politique comme la nôtre, qu'elle doit le faire en tout et pour tout. C'est-à-dire que les toutes premières observations qui ont été envoyées à l'USL le 4 février 2018 devaient être entières et totales. Nous avons aussi des observations qui existent sur 13 pages. C'est vrai que l'eau a coulé sous les ponts et que la nouvelle charte qui a été adoptée... Laissez la nouvelle charte. Vous avez demandé si nous avons répondu à toutes les observations du ministère de l'Intérieur. Je vous dis qu'il y a déjà une grosse anomalie que nous avons passée sous silence, mais que nous y avons répondu. Les premières observations parvenues à l'USL le 4 février 2018, 13 pages d'observation, il y avait des certificats de résidence ou d'attestation de résidence à corriger, nous les avons toutes corrigées et renvoyées le 14 février 2018. Nous avons donc pris 10 jours pour apporter toutes les observations. Et c'est après cela que le ministère se réveille à nouveau pour nous envoyer une deuxième vague d'observations le 21 février. Je ne vous arrête pas. Il y avait que là 2 observations, c'était une seule feuille. Il y avait 2 observations et nous y avons répondu le 22 février, immédiatement. Je ne vous arrête pas, M. Gomez, mais la charte a déjà été modifiée. Et ce point n'a pas été modifié. Et il n'y aura plus de nouvelles observations chaque fois à répétition pour dire... C'était déjà le cas dans l'ancienne charte. L'ancienne charte imposait déjà à l'administration de ne pas se comporter comme elle l'a fait. Mais aujourd'hui, ça a été réglé, ce problème a été réglé aujourd'hui. Je vous dis que ce n'est pas aujourd'hui que c'est réglé. C'était déjà réglé en 2018. Et pourtant, l'administration n'a pas respecté. Donc, on prétend qu'aujourd'hui c'est réglé, elle peut ne pas encore respecter pour ceux qui vont créer le parti à la suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire quand même foi au ministère de l'Intérieur? Mais nous faisons toujours foi au ministère de l'Intérieur, c'est pour ça que quand il nous saisit, nous répondons. Si nous ne faisions pas foi à cette administration, nous ne lui répondions pas. Mais chaque fois qu'elle s'est adressée à nous, nous avons répondu parce que c'est l'administration du pays. Nous ne tenons pas compte des têtes qui occupent les sièges. Alors, vous avez rappelé, c'est l'administration qu'il faut respecter. Vous avez rappelé donc toute la procédure, on vous a entendu dire que c'est de la chicanerie et tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque fondamentalement pour que l'USL obtienne ce récépissé? Rien. Rien ne bloque. Vous dites, si ce n'est des personnes, peut-être à l'administration. Vous dites que rien objectivement. Vous dites que rien ne bloque, mais beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui Sébastien Adjavon comme le boulet que traîne l'USL. L'USL, pourquoi est-ce que vous ne déchargez pas Sébastien Adjavon pour pouvoir avancer? Parce qu'il est connu de tous, qu'il a été condamné à 20 ans de prison. Il est connu également de tous que, par exemple, certains membres du bureau politique des FCBE étaient également sous menace de condamnation. Il y avait Maya parti avec la justice. Ces personnes ont quitté le bureau politique à la suite d'un congrès des FCBE. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? C'est là où ce que vous dites dans une question à laquelle vous semblez adhérer pose problème dans la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui. Quand on parle de droit et que dans le même temps, vous semblez dire quelqu'un aurait été condamné à 20 ans. Je n'ai pas dit aurait, il a été condamné. Oui, aurait, moi je dis aurait. Ok. Parce que la question se pose. De la même façon, vous dites concernant les FCBE, certains sont soupçonnés d'être. Donc au Bénin, désormais, il suffit d'être soupçonné d'être condamnable pour qu'on vous retire tout droit à participer à l'animation d'un parti politique avant d'obtenir les dossiers
d'un parti qui comporte des milliers de citoyens. Je peux vous retourner la question. Est-ce que vous trouvez normal que des personnes qui sont condamnées participent à des élections, puissent fournir des pièces et aspirer, diriger la cité, alors que ces personnes, qu'elles la soient loi dit que lorsque vous êtes condamné à une peine infamante et afflictive, c'est ce que dit la loi, vous ne pouvez pas être dirigeant d'un parti politique. Alors il suffit juste de vérifier si nous sommes dans un ou l'autre des cas. Et c'est ce qui est reproché justement. Et ce n'est pas le cas justement. Ce n'est pas le cas justement. C'est-à-dire, nous contestons cette histoire de condamnation de la Criette et même la Cour africaine des droits de l'homme a rendu plusieurs décisions. Le gouvernement récemment, par son ministre chargé des communications, a reconnu qu'il faut suivre les injonctions de la Cour africaine. Et la Cour africaine n'a pas parlé que du double degré de juridiction au niveau de la Criette. Elle a donné d'autres injonctions également. Donc il y a cet aspect qui est à corriger. Mais nous allons plus loin en disant, même en considérant la condamnation supposée à la Criette, est-ce qu'elle constitue une peine afflictive et infamante? En droit, non. On peut aller vérifier là aussi pour dire que même en acceptant éventuellement cette condamnation, on ne rentre pas dans le cadre prévu par la charte pour décharger quelqu'un de sa responsabilité politique. Donc il y a une double injustice à laquelle nous ne pouvons pas céder sous le simple plaisir d'entendre certains dire « oui, nous les avons fait plier ». Ce n'est pas une question de faire plier ou pas, c'est une question de droit et du respect du droit. Alors, M. Geraldo Gomez, beaucoup aujourd'hui, en tout cas beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, à l'arrivée de l'USL aujourd'hui, attendent de pied ferme le parti prendre part aux élections et demandent quand même que vous puissiez faire l'annonce pour avoir le foin, décharger Sébastien Javon, permettre aux militants de prendre part aux élections. Que dites-vous de leur proposition? Décharger Sébastien Javon, a-t-il des droits ou pas? Un parti politique tel que nous sommes créés pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Si vous acceptez, si la demande majoritaire est que, aussitôt né, nous acceptions de marcher sur les droits d'un individu, quel qu'il soit. Aujourd'hui, Sébastien Javon, mais nous avons fait exactement la même chose. Lorsqu'on nous a reproché d'avoir écrit le nom et le prénom d'un citoyen membre fondateur de notre parti de la même façon, nous avons défendu de la même façon pour que les choses soient rétablies. Donc si un parti comme nous, qui veut exercer le pouvoir et donc faire respecter le droit de chaque citoyen, commence dès son existence à marcher sur les droits de ses propres militants, de quel gage pourrions-nous nous faire valoir pour conquérir le pouvoir demain? Faire l'âne pour avoir le foin, ce n'est pas notre conception de la chose politique. Nous suivons très bien votre discours, Monsieur Geraldo Gomez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction. Vous dites que vous voulez conquérir le pouvoir et l'exercer, vous ne participez pas aux élections. Comment est-ce que cela va se faire? Ça va faire 2 élections que vous allez rater si vous ne participez pas aux élections communales. La présidentielle, vous n'y participerez peut-être pas si vous n'êtes pas au rendez-vous de 2020. Est-ce que le parti va survivre? Pour nous, la politique, c'est l'art de la parole et de la persuasion. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la violence manipulée, c'est l'art du discours et de la persuasion. Ce que nous disons, nous continuerons de le dire tant que c'est sur le plan du droit, jusqu'à ce que cela soit entendu par la majorité et que cela s'instaure. Même en dehors des arcanes du pouvoir. Ce sera forcément à l'arrivée, c'est ça l'objectif, pour que cela soit porté dans les arcanes du pouvoir. C'est commencer par les populations qui décident en dernier ressort. S'il y a démocratie, ce doit être la décision de la majorité des populations. Si ce que nous disons est admis, compris surtout, et admis ensuite par la majorité de nos populations, nous sommes assurés que la conquête du pouvoir n'est plus tellement loin pour que cela s'instaure dans les arcanes du pouvoir, comme vous le dites. Alors, à vous en croire, on dirait que l'USL s'est donc décidé à utiliser l'arme de la persuasion. On a entendu dernièrement le chef de la communication du parti USL, M. Donkla Mambalo, qui dit que le chef de l'État a déjà nommé les 83 députés, qu'il fallait donc le laisser nommer les 77, mais également du Bénin. Est-ce que ce n'est pas un discours qui semble montrer que l'USL jette déjà l'éponge avant le match? Non, il faut bien comprendre ce que dit Donkla Mambalo, c'est de dire, si nous allons à nouveau vers des élections exclusives, comme cela a été le cas pour les législatives, nous le maintenons, il va se passer exactement la même chose. Où avec 5%
de taux de participation gonflé jusqu'à 27 par magie. Vous savez bien que le taux de participation n'était pas à 4%. Vous saviez que c'était à combien? Nous avons les chiffres officiels. Voilà, la Oui, Cour finalement c'est 27%. Lesquels officiels, de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle? En tout cas, nous avons les chiffres officiels. Et ce n'était pas 4%. Il faut Rappelez-nous. Non, il faut simplement, moi je veux simplement rappeler que les 4% c'était les chiffres de la résistance. Et on va parler de la résistance tout à l'heure. Non, ce n'était pas les chiffres de la résistance, c'est les chiffres sur le terrain. Mais passons, pour ne pas vous créer des ennuis. Admettons qu'il y a des chiffres officiels. Les chiffres officiels de la Cour constitutionnelle qui sont même supérieurs aux chiffres de la Sénat. C'est des choses jamais vues nulle part ailleurs au monde, où c'est la Cour constitutionnelle qui rajoute à ce que la Sénat qui est sur le terrain et qui a comptabilisé. C'est des interprétations. Ce n'est pas des interprétations. 1, 2, c'est toujours différent et supérieur à 1. Si la Sénat dit 1 et que la Cour constitutionnelle dit 2, c'est que la Cour constitutionnelle a rajouté d'autres suffrages là où la Sénat avait estimé qu'il ne fallait pas les comptabiliser. Bref. Vous percevez des gemmes d'exclusion? Mais évident, c'est évident, les gemmes d'exclusion sont là, c'est les mêmes lois. Il y a eu un semblant de dialogue en octobre dernier 2019 où on a invité des partis soi-disant existants. C'est à cette époque-là que les FCBE ont reçu en seconde session le récépissé pour participer à ce dialogue. On a dit que c'est toute la communauté nationale qui faisait partie de ce dialogue. Ce qui n'a jamais fait débat autour des législatives, alors que le dialogue était soi-disant convoqué pour régler ce qui est la crise post-électorale, ce qui n'a jamais fait débat au cours de ces législatives est devenu la première réforme, c'est-à-dire la révision de la Constitution faite nuitamment. Est-ce que ça faisait partie du débat politique? Ceux qui étaient au dialogue n'ont pas contesté autre mesure. Ceux qui étaient au dialogue, c'est ce que je dis, ceux qui sont convoqués au dialogue ont été débattus de questions qui n'avaient jamais été à l'ordre du jour dans le débat politique autour des législatives. Comment ça se fait? C'est bien parce qu'on était en train de préparer d'autres nouveaux germes d'exclusion. Alors, juste le parrainage, ainsi de suite. Ce n'est pas une vue de l'esprit, voilà, un procès d'intention. Tout peut être une vue de organisé ce dialogue politique-là. Tout peut être une vue de l'esprit. Parce qu'il fallait pacifier le pays. On était donc au bord du précipice, du gouffre, avec la crise électorale. Le chef de l'État a eu l'idée donc d'organiser ce dialogue pour pacifier le pays. L'USL, justement, avait été laissé sur le carreau, faute d'existence encore une fois légale. Est-ce qu'aujourd'hui, refuser donc les conclusions de ce dialogue n'est pas une vue de l'esprit? Ce que vous appelez vue de l'esprit, je ne comprends même pas, puisque une vue de l'esprit, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas. Mais le dialogue tel qu'il a été conçu, il a bien existé. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Les conclusions qui en sont sorties. Qu'est-ce que je viens d'évoquer qui ne fait pas partie des conclusions? Le poste de vice-président, ça existe bien. Ça a été porté dans la Constitution. Il y a bien une révision de la Constitution. Donc toutes ces choses-là existent. Pourquoi parlez-vous de vue de l'esprit? Géraldo Ce sont Gomez, des faits que j'évoque. Et quand vous parlez du dialogue national pour pacifier le pays, s'il fallait pacifier un pays, c'est tout le pays qu'il faut pacifier. Et tout le pays n'est pas représenté par 10 partis politiques. Alors, le Bénin a été pacifié en partie, vous voulez vous dire? Mais évidemment. C'est un dialogue entre soi, entre amis, entre bons amis. Géraldo Gomez, ce que vous appelez dialogue entre amis a été salué et apprécié par la CEDEAO. Pour vous, ça veut dire quoi? Je voudrais bien voir le communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO a salué le dialogue qui a été conduit. La CEDEAO a parlé d'un bon pas fait dans la démarche de pacification justement du pays et qu'il faut aller vers un dialogue national inclusif. C'est ça la précision de la CEDEAO. Ça veut dire que même la CEDEAO a reconnu que ce dialogue n'est pas inclusif. Et c'est pareil que le dernier communiqué de la conférence épiscopale du Bénin, qui a d'ailleurs été chargé de conduire une médiation, qui a rappelé sa disponibilité à poursuivre les travaux qu'elle a engagés pour aboutir à un vrai, dit-elle, à un vrai dialogue national inclusif. Ça veut dire que le dialogue national inclusif n'a toujours pas existé. Aujourd'hui, ce que vous appelez, vous dites que le dialogue n'a pas été inclusif, mais aujourd'hui, ça permet quand même à beaucoup d'autres formations politiques d'être sur le terrain, de militer également et de vouloir participer. Je veux citer, si vous voulez, simplement les FCBE qui sont sur le terrain et qui étaient au dialogue, mais également il n'y a pas eu d'autres partis depuis, après ce dialogue national. Oui, mais aujourd'hui, les FCBE ne tiennent plus le même discours que vous. Posez-le la question, pourquoi ils ne tiennent plus? Je ne vais pas parler au nom de FCBE. Je dis simplement, si on veut pacifier un pays,
il n'y a pas que les partis politiques. Attention, je ne parle pas que des 10 qui ont participé, des 9 d'ailleurs, qui ont participé au dialogue. Je dis qu'il y a plusieurs composantes de la vie politique, certes qu'il faut convoquer, mais il y a d'autres composantes de la société qui peuvent participer à il nous reste exactement 5 minutes. Géraldo Gomez, pourquoi est-ce que vous ne changez pas de discours? Parce qu'on sent, depuis 20 minutes, 25 minutes, on sent toujours que l'USL s'est engagé et maintient ce bras de fer avec l'exécutif, avec les autorités pour l'obtention de son récépissé, disons ça comme ça, entre griffes. Est-ce que les populations sont dans la même logique que vous? Est-ce que vos militants sont dans la même logique que vous? C'est une perception par vous quand vous parlez de bras de fer. Nous ne sommes pas dans un bras de fer. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle. Nous sommes sur le respect strict du droit et nous attendons que l'administration en fasse autant. Et toutes les populations, celles qui se réclament de notre parti, et nous en connaissons d'autres qui sont dans d'autres formations politiques, même de la mouvance, qui disent la même chose. Personne n'est d'accord pour qu'on marche sur les droits des citoyens. Donc si nous choisissons de respecter le droit, nous ne pouvons pas être taxés d'être dans un bras de fer. Non, c'est la force publique qui est censée faire respecter le droit. Mais ce n'est pas et vous. Nous disons que nous respectons le droit et non pas le bras de fer. Ce n'est pas vous, ce n'est pas USL qui fait le droit, qui dit le droit. Mais je ne dis, où est-ce que j'ai dit que j'ai USL qui fait le droit? Mais puisque les autres formations politiques arrivent à respecter ces lois et que vous vous mettez justement en marge de la loi, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la loi. Vous dites que les autres partis ont respecté la loi? Les FCBE ont respecté la loi. C'est vous qui le dites. C'est le seul exemple que nous avons aujourd'hui. Et les 9 autres ont respecté également la loi, a priori. Qu'est-ce qui vous permet, vous, aujourd'hui, de dire que l'USL n'a pas respecté la loi? Les autres ont obtenu le récépissé, vous ne l'avez pas obtenu. Qu'est-ce qui vous dit, vous, qu'aujourd'hui, l'USL n'a pas respecté la loi? Oui, puisque aujourd'hui, l'USL n'arrive pas à satisfaire aux 3 injonctions ou 3 recommandations du ministère de l'Intérieur. Lesquelles 3? Vous les avez évoquées tout à l'heure. Je vous ai parlé de 2 qui sont venues le 21 et auxquelles nous avons répondu le 22. Vous les avez évoquées tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on y a répondu le 22 février, c'est-à-dire le lendemain. Justement. C'est-à-dire que nous y avons satisfait. Justement, Joël vous a fait la question, nous vous avons fait la question tout à l'heure sur Sébastien Adjavon. Pourquoi est-ce que vous ne déchargez pas Sébastien Adjavon? Parce que c'est là le nœud du problème. Écoutez, on nous dit pourquoi décharger? Le ministère ne nous a jamais dit qu'il faut décharger Sébastien Adjavon. Le ministère a juste rappelé que la charte dit que si on est condamné à une peine infamante et afflictive, on ne peut pas être dirigeant d'un parti et qui constate que telle personne, président d'honneur, président d'honneur du parti, ne remplit pas ces conditions. Nous lui avons adressé immédiatement le casier judiciaire du président, Sébastien Adjavon, un casier judiciaire vierge obtenu quelques jours plus tôt, pour prouver à l'administration elle-même, qui est censée nous avoir donné ce casier judiciaire, que ce qu'il reproche aux citoyens concernés n'est pas fondé. Oui, mais vous savez très bien quand même qu'il a été... Vous voulez qu'on invente quelque chose d'autre? Vous savez très bien qu'il a été condamné. La soi-disant condamnation à laquelle on fait référence date d'octobre 2018. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore porté au casier judiciaire? Mais comment alors comptez-vous contourner ce problème? Il n'y a pas à contourner, c'est-à-dire c'est à partir du moment où on commence à se poser la question de contourner la loi qu'on n'est plus en République. Qu'on n'est plus en démocratie. Et vos militants vous confortent dans cette posture? Les militants comprennent très bien, et nous les comprenons aussi, et nous comprenons bien vos questions, parce que c'est dans cette optique-là que vous posez la question, comment faire pour participer aux élections? C'est ça en réalité la question objective. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il faut participer aux élections en enfreignant la loi? C'est là une vraie problématique pour nous. Alors, il ne nous reste plus assez de temps. J'ai envie de la rappeler tout à l'heure. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la résistance? La résistance, ou alors par le passé, le parti unifié, ainsi de suite, tout ça c'est des mots pour nous. Pour ce qui existe pour nous, c'est une mouvance et une opposition. Nous avons été créés et nous nous sommes inscrits solidement dans l'opposition. Pluriel, avez-vous dit? Encore là, ce n'est pas à nous d'attribuer des étiquettes aux partis qui veulent être de l'opposition ou pas. Nous réclamons de l'opposition. Nous n'avons jamais varié, nous y sommes encore. Si certains partis y sont, qu'ils le disent. S'ils n'y sont plus, qu'ils le disent. Ça veut dire aujourd'hui que vous n'échangez plus avec les autres formations politiques de l'opposition, Nous échangeons avec tous les partis quand nous en sentons le besoin en tant que parti politique USL. C'est-à-dire, si nous estimons que nous devons dire la même chose que Restaurer l'Espoir ou que FCBE, nous n'avons qu'à dissoudre l'USL et nous fondons dans un de ces partis. Est-ce que l'USL est toujours membre de la résistance aujourd'hui?
l'USL n'a jamais signé aucun acte appartenant à un groupe ou à un autre. La seule déclaration que nous avons faite au moment de notre création, c'est de nous inscrire dans l'opposition. Et ça, nous n'avons pas varié. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez encore une question, Joël? Non, sinon, il faut dire merci à M. Gérardo Gomez de nous avoir reçus ici au siège du parti à Cotonou et d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, nous avons évoqué donc l'actualité relative à ce parti USL qui toujours est en souffrance pour obtenir son récépissé d'existence. Le parti nous a expliqué quand même les démarches qu'il a menées, attend le ministère pour pouvoir prendre part aux élections. Avec le secrétaire adjoint chargé des affaires stratégiques du parti USL, nous avons également parlé de la résistance notamment et de ses relations également avec les autres formations politiques de cette résistance, la Jeunesse du Mitokba. Merci Joël, chers téléspectateurs, merci et à dimanche prochain.